Waile numolo nutata, bombia kota tata mama walenga. Waile numolo nutata, bombia kota tata mama walenga. Mungajeye, mungaja tata Paul, mungajeye. Oh mungajeye, mungaja tata Paul, mungajeye. Ah. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission ONG et développement communautaire. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce soir Maître Georges Kapiamba, qui est président de la CAGE, président national de la CAGE, pour l'accès à la justice, et il est coordonnateur de la coalition de 33 ONG pour le respect de la Constitution. Maître, bonsoir. Bonsoir, Dani. Maître, pour l'entrée du jeu, pourriez-vous nous parler un peu de la CAGE, parce que ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Parlez-nous un peu de la CAGE. Oui, je sais qu'il est toujours difficile de parler de soi-même, mais pour les besoins d'information de vos milliers de téléspectateurs, je voudrais en résumé dire que la CAGE veut tout simplement dire l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui est une organisation non gouvernementale et apolitique créée par une cinquantaine de juristes, des psychologues, des médecins, des journalistes, des Congolais qui avaient les soucis d'unir leurs synergies, leurs efforts afin de travailler pour leurs concitoyens dans la lutte contre les violations des droits de l'homme et aussi faire assurer l'accès à tous, principalement aux pauvres, aux vulnérables, aux indigents, à la justice, et contribuer aussi efficacement à la lutte contre l'impunité. Cette organisation a eu à être créée il y a de cela bientôt le 22 septembre prochain. Elle va totaliser 6 ans. Donc là, nous sommes déjà en route vers le 6e anniversaire depuis la création de la CAGE, qui pourra être fêtée avec toutes les victimes de violations des droits de l'homme, avec les différents membres des médias. Nous pourrons communiquer, le moment venu, les différentes activités qui seront organisées à cet effet. Alors, vous êtes aussi coordonnateur de la coalition de 33 ONG. Exact. C'est une coalition, une synergie de 33 organisations de défense des droits de l'homme qui sont éparpillées à travers notre pays. Et nous avons eu l'idée au mois de mai de l'année passée de nous mettre ensemble en tant qu'organisation, chacune de ces organisations, de pouvoir unir aussi nos efforts afin de contribuer à la défense de la Constitution, contribuer à son respect, mais avec un accent mis sur les dispositions constitutionnelles qui organisent les institutions de notre pays, qui organisent les droits et libertés fondamentaux des citoyens, qui assurent même l'exercice de ces droits et libertés fondamentaux des citoyens. Alors, maître, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Pensez-vous, avec tout le dynamisme que vous alimentez, que l'appareil judiciaire congolais est malade? Alors, le constat que nous faisons depuis 5 ans, là en tant qu'ACAGE, parce que nous avons derrière nous plus de 20 ans d'activité en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est le même constat. C'est que le pouvoir judiciaire dans notre pays est certes reconnu comme un des 3 pouvoirs majeurs, à savoir à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et que de par la Constitution, les articles 149, 150 et les suivants,
ont même garanti ou proclamé, consacré, pour bien le dire, son indépendance. Son indépendance vis-à-vis des deux autres pouvoirs, mais aussi vis-à-vis des personnes qui viennent solliciter la justice. Mais dans la pratique, sur base de plusieurs cas que nous avons documentés, il s'avère que nos cours et tribunaux sont loin d'administrer la justice avec indépendance et impartialité. Mais on sait que parmi les causes qui sont à la base de cette situation, il y a notamment le fait que le pouvoir judiciaire subit de temps en temps et de manière permanente les pressions de la part du pouvoir exécutif ainsi que ses entités, plusieurs de ces entités, c'est-à-dire des services et autres. Il y a aussi l'absence même de volonté dans les chefs des acteurs de la justice, des cours et tribunaux et des offices, qui n'arrivent pas à se rendre compte que l'indépendance ne se donne pas sur un plateau en or. L'indépendance, c'est un état d'esprit, c'est une capacité psychologique, morale d'un magistrat, d'un acteur de la justice à résister à toutes les pressions, d'où qu'elles viennent, à résister à toute tentative de pouvoir influencer les cours de la justice. Donc, cela manque dans la plupart des acteurs de la justice, ce qui fait que le pouvoir judiciaire aujourd'hui n'arrive pas à satisfaire aux attentes de la population congolaise, c'est-à-dire de pouvoir protéger suffisamment efficacement les droits et libertés fondamentaux des citoyens comme c'est prévu par la Constitution. Alors, votre travail n'est pas facile, mais comment vous organisez cela et quels sont les objectifs à court terme? Parce que je sais que ce n'est pas évident Tout dans à le fait. contexte de notre pays. Oui, c'est pas facile. Nous faisons face à beaucoup de difficultés, d'incompréhension, même de la part des acteurs de la justice, principalement les magistrats, qui pour la plupart, lorsque nous leur indiquons ces faiblesses, ils les prennent toujours dans les mauvais sens, dans les mal. Et pourtant, nous faisons ce travail pour les alerter, les sensibiliser, les pousser à s'améliorer et ainsi mériter davantage de la confiance de la population, la confiance des autres acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ou ceux qui, de manière permanente et au quotidien, travaillent sur la promotion et la défense des droits de l'homme et ceux qui surveillent même le fonctionnement de la justice. Et deuxième chose, c'est que nous constatons aussi que la justice ne reçoit pas les moyens conséquents de la part du pouvoir exécutif du gouvernement pour lui permettre aussi de faire correctement son travail. Est-ce que c'est instrumentalisé? Alors là, l'instrumentalisation fait partie des antivaleurs, des comportements que nous notons généralement dans les chefs des membres du gouvernement et des autres services, qui ne veulent pas respecter cette indépendance. Et pourtant, cette indépendance doit être respectée par tout le monde. Et chacun de nous doit adopter une attitude qui doit même la préserver, qui doit contribuer à ce que la justice fonctionne de manière équitable. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays commencent à recourir aux mécanismes internationaux. Et voilà, c'est parce qu'au niveau national, les citoyens ne sont pas satisfaits par rapport au traitement qui leur est réservé lorsqu'ils s'adressent à la justice nationale. Oui, tout à fait. Donc, vous avez lancé un débat très important sur la justice internationale, sur ses implications. Et d'ailleurs, vous avez animé tantôt un plaidoyer public
en ce qui concerne l'honorable Denis Ngala, qui jusqu'à septembre est en détention. Exact. Je voulais ici vous parler un peu de cet exercice. Comment quel est l'esprit, quel est l'objectif aussi, pour que nous puissions comprendre un peu la démarche que vous avez lancée. Alors, comme je l'ai mentionné, la mission de la CAGE, c'est de faire en sorte que la justice nationale puisse fonctionner conformément à la Constitution et aux lois du pays, mais aussi en tenant compte des standards internationaux qui sont déjà prévus par plusieurs instruments juridiques internationaux qui sont ratifiés par la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre-là, lorsqu'il est constaté qu'un citoyen qui s'est adressé à la justice ou qui a été amené en justice n'a pas trouvé de satisfaction ou, pour mieux les mentionner, ces droits fondamentaux qui doivent être protégés par la dite justice ont été violés et qu'en dépit de l'exercice des voies de recours au niveau national, il n'a pas trouvé de satisfaction ou qu'il n'existe pas d'autres voies de recours, à ce moment-là, la CAGE, ce que nous faisons, c'est d'encourager la personne concernée à aller devant d'autres mécanismes internationaux. Et dans le cas de l'honorable Diomindo Ngala, il a été, comme vous le savez, enlevé, détenu au secret. Il a été victime de déni de soins médicaux pendant sa détention à la prison de Makala. Il a été victime de ce que nous avons appelé violation des garanties d'un procès juste et équitable. Comme il était jugé en ce moment-là comme député par la Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation, qui a siégé en premier et dernier ressort, c'est-à-dire comme dernière juridiction, et qu'au-dessus de cette Cour suprême, il n'y avait pas d'autre juridiction. Il était indiqué que nous puissions l'accompagner sur le plan juridique, aller devant un des mécanismes internationaux. Et nous avons constaté que le mécanisme approprié, c'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève, en Suisse, qui existe depuis plusieurs années, depuis que le pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ratifié par plusieurs parties, plusieurs États membres des Nations Unies, et que son protocole facultatif a été aussi ratifié. Il faut mentionner que la compétence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies a été reconnue par la République démocratique du Congo, a été acceptée comme pouvant examiner, recevoir, traiter et examiner les plaintes individuelles des citoyens congolais lorsqu'ils constatent ou ils sont convaincus que leurs droits fondamentaux, droits politiques ou civils, n'ont pas été respectés au niveau national par la justice depuis le 1er novembre 1976, c'est-à-dire, comme nous disons, 1976. Donc, depuis plus de 40 ans, la RDC est sous la juridiction de ce comité qui est un mécanisme quasi juridictionnel qui est composé de 18 juristes d'une grande renommée qui siègent comme juridiction des droits de l'homme pour examiner les plaintes des individus. Et la plainte de Diomi a été déposée le 22 septembre 2014, et après 2 ans d'instructions contradictoires, parce que lui, l'honorable Diomi Ngala, a été représenté par moi-même, votre serviteur, tandis que du côté de la République démocratique du Congo, c'était le ministre de la Justice qui représentait les intérêts du gouvernement. Nous avons échangé les moyens comme ça s'est fait de manière contradictoire jusqu'à ce que le 16 novembre 2016, les 18 membres du comité siégeant, examinant les moyens, ont statué, ont constaté que la République démocratique du Congo, pour bien dire le gouvernement congolais, a violé ses obligations qui sont
déjà contractés dans le cadre du pacte, en ce que... c'était l'année passée, après 2 ans. Parce que comme je l'ai mentionné, la plainte a été introduite le 22 septembre 2014. Il a fallu 2 ans, parce que c'est une longue procédure. Ça prend du temps, les enquêtes, communication des moyens. C'était un dossier de plus de 2000 pages. Il fallait travailler, échanger par les billets du comité à Genève pour enfin déboucher sur cette décision. Donc, le 16 novembre 2016, le comité, après avoir délibéré, a condamné la République démocratique du Congo pour violation des droits fondamentaux reconnus ou garantis à l'honorable Diomi Ndongala, qui ont été violés par le fait qu'il avait été victime d'un enlèvement, d'une détention arbitraire au secret pendant plus de 4 mois, pendant qu'il était en détention, il lui a été refusé de pouvoir accéder à des soins médicaux appropriés, il lui a été empêché de pouvoir se défendre comme il se doit devant la Cour suprême, sans oublier le fait aussi que la Cour suprême l'avait jugé, alors qu'elle jugeait Diomi Ndongala comme Cour de cassation. La chambre qui a jugé Diomi Ndongala était constituée de 5 magistrats en lieu et place de 7 qui sont prévus par la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour de cassation. Donc toutes ces violations ont été portées à la connaissance du comité, et le comité a attendu les arguments de la République qui ont été insignifiants, sans fondement, et le pays a été condamné à libérer immédiatement l'honorable Diomi Ndongala, à prendre des mesures pour l'indemniser et à prendre des mesures pour que sa condamnation soit annulée, soit considérée comme n'ayant jamais existé, et à prendre des mesures aussi pour que ce genre de violations ne puissent plus se répéter à l'avenir, et enfin à prendre des dispositions pour que cette décision soit traduite dans les 4 langues nationales et diffusée à travers toutes les institutions éducatives et toutes les autres, de manière à ce que tous les Congolais les sachent et puissent aussi recourir aux 10 mécanismes. Mais malheureusement, plus de 6 mois après, on a constaté que les délais qui lui étaient impartis, cette décision n'est pas toujours appliquée. Alors, maître, avant de donner la démarche à suivre, vu le constat que le délai n'est pas respecté, mais j'aimerais que vous reveniez un peu sur le fondamental. Est-ce que, comment est-ce que la justice congolaise, est-ce qu'elle est indépendante, notre pays voilà, quelle est votre réaction par rapport à ces dispositions, sans d'habitude par la Constitution? Alors, en ce qui concerne d'abord la question de la souveraineté, je pense que tous ceux qui vont nous suivre ne pourront pas nous contredire, à moins qu'ils soient de mauvaise foi, pour tous les meilleurs intellectuels congolais qui ont été bien formés à l'occasion de leur parcours dans des universités ou à d'autres formations, filières de formation, savent très bien que la souveraineté d'un État est limitée par l'engagement ou les obligations qu'il prend dans le cadre d'un traité international ou d'une convention. Et dans le cas d'espèce, parce que le 1er novembre 1976, la RDC a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit notamment les droits à chaque citoyen de pouvoir être protégé, de ne pas faire l'objet d'enlèvement, ni d'arrestation, moins encore de détention arbitraire, et surtout pas de détention au secret. Détention au secret, ça veut dire lorsque quelqu'un est arrêté, mis dans un cachot ou dans un endroit où il ne peut pas recevoir des visites des membres de famille, ni de recevoir la visite de l'avocat, moins encore d'être assisté. Et surtout lorsqu'il est détenu sans possibilité d'être présenté devant une autorité judiciaire compétente au-delà du délai de la garde à vue, parce que lorsque tous les autres agents fonctionnaires arrêtent
ils doivent respecter les délais de la garde à vue. Donc à ce moment-là, lorsqu'ils lui privent ces droits-là de recevoir les membres des familles, ils violent l'un des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Et lorsque on avait ratifié, la RDC a ratifié aussi les protocoles facultatifs, qui est un protocole additionnel au dit pacte, parce que le protocole, c'est celui qui a créé les comités. C'est dans ce protocole que nous trouvons les attributions du comité des droits de l'homme, la composition et leur pouvoir, qui dit même que le comité a compétence de pouvoir recevoir, examiner les plaintes et de prendre les mesures nécessaires, et dit même que tout État qui a ratifié a l'obligation d'appliquer, d'exécuter les décisions prises par les comités à l'issue de la procédure. Donc, à partir de ce moment-là, la RDC ne peut plus prétendre ou évoquer une quelconque souveraineté, tout en sachant qu'elle a, depuis plus de 30 ans, accepté la compétence de ce comité. Parce que quand on évoque ce genre d'arguments, on fait preuve de mauvaise foi. On ne se comporte plus comme des gens du monde, des gens responsables qui ont la culture, qui font preuve de la culture de respect des textes, des engagements. Et on expose le pays entier et son peuple aux critiques de la communauté internationale. On fait mettre le pays sur le banc des accusés de la communauté internationale. Donc, les plus hauts responsables qui ont en charge l'application des décisions doivent être conséquents. Savoir que ce n'est pas avec eux que la RDC a commencé. Avant leur avènement aux affaires, ils ont trouvé que le pays a pris déjà des engagements sur le plan international, des obligations qui doivent être honorées, et pas commencer à utiliser des arguments du genre qui vont discréditer tout un État, tout un peuple à la face du monde. Alors, maître, là, vous avez démontré comment est-ce que, de manière... Mais il y a peut-être un aspect par rapport à la justice. En fait, nous avons des textes qui proclament l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est sur le plan des textes. Mais dans la pratique, il s'avère malheureusement qu'au vu du nombre de cas qui nous parviennent, nous, des cas probants avec des preuves qui, avant même d'arriver devant les mécanismes internationaux, sont généralement, nous les soumettons toujours aux autorités compétentes, que ce soit les autorités gouvernementales ou judiciaires, de manière à obtenir à ce niveau, au niveau national déjà, les règlements, les examens et des solutions. Mais c'est lorsque nous constatons que ces cas ne sont pas traités, sont négligés ou traités de manière qui ne satisfait pas les textes, qui ne se conforment pas aux engagements de la RDC, que nous sommes obligés maintenant de les soumettre devant les autres mécanismes internationaux. Et lorsque, par exemple, un citoyen a été enlevé, détenu au secret et présenté devant un magistrat au-delà du délai de la garde à vue de 48 heures, et que la personne demande au tribunal de constater qu'il a été détenu arbitrairement ou enlevé, arrêté arbitrairement, parce que l'article 17 de la Constitution interdit de pouvoir enlever quelqu'un. Dit clairement que nul ne peut être arrêté, poursuivi que dans les conditions qui sont prévues par la loi. Et les conditions voudraient que lorsqu'on veut interpeller quelqu'un, on doit lui envoyer soit une convocation, un mandat, on ne doit pas l'enlever. Mais quand on enlève quelqu'un, on viole l'un de ses droits et le tribunal doit les libérer. Mais si le tribunal ne les libère pas, donc le tribunal maintenant accepte, encourage cet acte-là, et devant le comité, on condamne le pays. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'avancée, il y a un blocage. Quelle est votre démarche pour trouver des voies et moyens pour contourner la police judiciaire, voilà, pour trouver des solutions, une réponse? Voilà. Alors, dans un premier temps, comme le comité avait accordé 6 mois au gouvernement congolais pour prendre les dispositions afin d'exécuter la décision, c'est-à-dire libérer l'honorable Diomindo Ngala.
et que nous avons constaté que les 6 mois ont épuisé sans résultat, ce que maintenant nous avons voulu faire, c'est d'abord de lancer un plaidoyer public qui consiste tout simplement à suffisamment sensibiliser la population congolaise, les autres acteurs publics, de la société civile, les diplomates et tout consort sur ces cas, pour démontrer qu'il y a un problème qui touche même les principes d'un état de droit, parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel les gouvernements, les pouvoirs publics acceptent, exécutent les décisions qui sont rendues de manière régulière par des cours et tribunaux ou par les institutions internationales auxquelles on a adhéré. Mais lorsqu'on refuse, à ce moment-là, on viole les principes d'un état de droit, on fait de la personne bénéficiaire doublement victime. Donc nous espérons que dans les plaidoyers que nous faisons, ça pourra peut-être toucher les décideurs à l'exécuter. Mais si ce n'est pas exécuté, à ce moment-là, la personne victime, l'honorable Diomi Ndongala, les membres de sa famille, vont examiner la possibilité de faire poursuivre les plus hauts responsables gouvernementaux devant les autres mécanismes internationaux pour torture. Parce que le fait d'enfermer quelqu'un dans une prison comme c'est son cas aujourd'hui, sur base d'une décision déjà dénoncée par les comités des droits de l'homme, constitue un acte de torture qui est un crime international. Voilà, là, on a senti vraiment l'engagement, mais de manière globale, vous avez eu un cas, et vous avez démarché, mais par rapport aux intérêts, par rapport à la case, est-ce que, comment vous représentez de manière explicite, en cas de besoin, et comment les gens peuvent démarcher, et que les gens comprennent aussi qu'est-ce que la case fait comme action, comme implication dans l'avancement de la justice de notre pays. Oui, la CAGE, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons, nous aidons les gens à pouvoir accéder à la justice, comme c'est le cas de l'honorable Diomi Ndongala, accéder à une justice équitable. Parce que toute justice n'est pas équitable. La CAGE n'est pas mouvement. Non, la CAGE n'est pas orientée, pas du tout. Nous sommes une organisation indépendante. Nous acceptons tous les cas. Nous les examinons avec indépendance et impartialité. Et les victimes sont prises en charge sans tenir compte de leur rang social et sans tenir compte de leur appartenance politique ou appartenance religieuse. Donc, nous le faisons, c'est un service qui est offert à tout le monde qui répond aux critères que nous avons déjà fixés, et que si les gens veulent nous s'adresser à nous, peuvent venir à notre bureau qui sont situés sur l'avenue Kassongo, numéro 12, au quartier Sosimat. Nous sommes là, nous avons un secrétariat, ils peuvent déposer leurs doléances et nous avons un personnel qui traite chaque jour que ce genre de cas et qui aide les gens à les orienter vers la justice nationale, et lorsque les cas ne sont pas traités convenablement, et les accompagner sur le plan international, parce que c'est ça notre mission aussi, de contribuer à la lutte contre l'impunité. Merci beaucoup, Maître Georges. Un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la télévision catholique. Alors, un dernier mot, c'est que les gens doivent savoir que les droits fondamentaux des citoyens constituent même l'essence de l'homme. Personne ne peut vivre, s'épanouir dans une société comme dans la nôtre si ces droits ne sont pas reconnus, ne sont pas protégés. Et que dans notre société, il y a des mécanismes qui sont créés, des institutions qui ont la charge d'assurer la protection et la défense des droits fondamentaux des citoyens. C'est notamment la justice, qui est d'ailleurs le mécanisme par excellence qui a l'obligation de protéger les droits fondamentaux des citoyens lorsqu'ils sont violés. Mais lorsque vous vous rendez compte que vos droits ne sont pas protégés,
ou sont bafoués même par la justice et que vous avez vidé toutes les voies de recours internes, qu'il n'y a pas de solution, vous avez au niveau international d'autres mécanismes aussi de protection des mêmes droits auprès desquels vous pouvez vous adresser, comme ça a été le cas de l'honorable Diomi Ndongala, et pour lesquels nous lançons encore une fois un appel au nouveau gouvernement de pouvoir examiner avec lui, avec la CAJ, les mesures rapides, urgentes, pour qu'il soit remis en liberté en exécution de la décision du Comité des droits de l'homme. Ça honorera davantage notre pays, ça va les crédibiliser, et même sur le plan international, parce qu'un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne protège pas les droits de l'homme, c'est connu de tout le monde que c'est un État qui est généralement qualifié d'État voyou, et nous ne souhaiterons pas que ce genre de qualificatifs soient collés à la République, à notre chère République qui est la République démocratique du Congo. Oui, Maître Georges, merci pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre entretien de ce soir. Nous rappelons que Maître Georges Kapiamba est président de la CAJ, donc l'Association congolaise pour l'accès à la justice, mais aussi coordonnateur de la coalition de 33 ONG pour le respect de la Constitution. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi et très très bonne continuité sur les antennes de la RTC. Dwaile numolo nutata Kibombia kwa tata mama walenga Dwaile numolo nutata Kibombia kwa tata mama walenga Mungajeye Mungaja tata Paul Mungajeye Oh Mungajeye Mungaja tata Paul Mungajeye